Bonsoir et bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la famille juive. Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir Chaya Gebali en direct d'Israël. Bonsoir Chaya. Alors bonsoir, bonsoir à tous. Alors je vais commencer par me présenter. Donc voilà, là je vous parle de loin. Euh, je suis dans l'éducation depuis l'année 97. J'ai commencé mon parcours dans l'enseignement classique. Donc j'étais à l'éducation nationale. Ensuite, je me suis spécialisée dans l'éducation spécialisée. Et j'ai eu la chance donc de rencontrer le professeur Feuerstein. Je me suis rendue au centre Feuerstein à Jérusalem, puis j'ai visité pas mal de centres Feuerstein à travers le monde. C'est un petit peu, on va dire, la méthode phare de mon approche, c'est celle que j'aime enseigner. Mais comme tout praticien, vous le savez, nous le savons tous, d'accord? Quand on n'est pas... Alors, ce soir, je suis censée parler à des parents. Il y a beaucoup de professionnels parmi nous, et tant mieux. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même une approche qui aujourd'hui propose des solutions. L'objectif de ce soir, et je parle aux professionnels parmi nous parce que vous êtes très nombreuses, je vois Valérie, je vois Elisabeth, enfin j'en vois pas mal quand même. Ce soir, on va être un petit peu tourné vers aussi tout ce qu'on va pouvoir mettre en place lorsqu'on est parent et surtout toutes les interrogations qui se posent. Alors, si vous regardez l'intitulé de la conférence de ce soir, c'est comment préserver les capacités d'attention, et je vais aussi définir un petit peu chacun de ces mots, et de concentration, on va un petit peu distinguer tout ça. Préserver, ça veut déjà dire un postulat de départ, et je vais commencer par ce postulat. Le postulat de base, c'est le postulat de la plasticité cérébrale. Nous savons tous que notre organe le plus plastique est le cerveau. Le cerveau étant notre organe le plus plastique, il est donc en perpétuel développement. La plasticité cérébrale va nous donner une indication. En tant que parents, c'est très important de se souvenir sans cesse que nos enfants sont en évolution. Et ça veut dire aussi, on va l'appliquer aux capacités d'attention, que les capacités d'attention sont quelque chose qui se travaille, qui se stimule, qui se développe et qui vont être impactés par un environnement spécifique. Je reprends ici le principe de base pour ceux qui connaissent l'approche du professeur Feuerstein, c'est ce qu'on appelle le principe de la modifiabilité. C'est-à-dire, le cerveau se transforme et donc, par ce fait aussi, les capacités d'attention peuvent se stimuler, se préserver, se développer. C'est le premier principe de départ de ce soir. La plasticité cérébrale va aussi impacter quelque chose de très important. La plasticité cérébrale va aussi nous dire, et c'est important de s'en souvenir, que il y a évidemment des âges qui sont intéressants pour le développement du cerveau, pour la plasticité du cerveau. Il y a évidemment des âges pour l'attention et la concentration, des âges où ces domaines-là vont se développer. Et vous le savez, nous le savons. Quand vous êtes parent d'enfants jeunes, on est bien d'accord qu'un enfant de 2 ans, évidemment, n'a pas la même attention qu'un enfant de 8 ans, qu'un adolescent de 14 ans. C'est des choses que vous savez par votre bien fondé, par votre expérience. Mais la plasticité cérébrale va nous apprendre un principe. C'est que même lorsqu'on va trouver une cause qui pourrait expliquer une difficulté d'attention, ce qu'on va appeler le trouble de l'attention, on va un peu insister dessus, il y a cette notion sur laquelle j'insiste et je voudrais commencer, c'est la notion d'évolutif. Et c'est sur celle-là qu'on doit s'arrêter ce soir. Il y a quelque chose qui nous permet d'affirmer, grâce à la plasticité cérébrale, que notre action, que notre intervention, que les exercices que nous pouvons proposer, que les jeux, que le discours que nous tenons, que le langage par lequel nous accompagnons nos enfants, ce soir je suis censée parler à des parents, toutes ces choses-là vont euh, impacter de manière durable le cerveau de nos enfants. La plasticité cérébrale, c'est aussi de pouvoir affirmer, et c'est ce que nous affirmons, en tout cas c'est ce que le professeur Feuerstein affirmait, et aujourd'hui c'est tout le domaine des neurosciences qui nous permet encore plus de l'affirmer comme un état de manière scientifique, c'est de dire aussi que au-delà de l'âge et au-delà de certaines atteintes, il va y avoir une possibilité
de recréer, de retravailler, de stimuler pour faire émerger certaines fonctions du cerveau. Et tout cela, si on l'applique ce soir au domaine de l'attention, ça va nous donner déjà des points de départ. Premier point de départ, l'attention se travaille. Nous avons un potentiel d'attention de naissance, mais il y a encore tout un potentiel d'attention à travailler. Le deuxième point qui est important de noter, et évidemment ce soir on va parler ensemble du trouble de l'attention, le deuxième point c'est de se souvenir qu'il est vrai qu'il peut y avoir une atteinte de l'attention, d'accord, ce qu'on va appeler le trouble de l'attention, il peut être associé à d'autres troubles dont on va discuter tout de suite juste après, mais très important de se souvenir que l'attention en fonction de l'âge et à n'importe quel âge, on va pouvoir restimuler cette attention pour redévelopper des capacités d'attention. Ça, ce sont les principes de départ de la plasticité cérébrale et de la modifiabilité. Je vous partage, si vous voulez, le slide. On fera quelques allers-retours avec le slide. Est-ce que vous voyez bien? Donc le cerveau est perçu comme un organe en développement qui se modifie sans cesse. Évidemment, il se modifie d'autant plus quand les enfants jeunes. Ça veut dire que plus mon enfant est jeune, plus en tant que parent je vais agir et stimuler son attention, plus je vais pouvoir lui donner des aides qui vont être durables. Mais attention, le temps d'attention est quelque chose qui évolue de manière naturelle, d'accord? Il y a quelque chose ici de neurologique. Le cerveau se développe jusqu'à l'adolescence et il continue encore, selon les stimulations que vous allez faire, à se développer. À partir de là, on est sur un phénomène qui est évolutif. Ça, c'est le point de départ de ce soir. Il y a un potentiel de naissance, il y a un potentiel évolutif. On va aller maintenant sur un deuxième point qui s'appelle mais comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on appelle l'attention? Qu'est-ce qu'on appelle se concentrer? Des mots qu'on utilise tellement, tellement, mais qui mériteraient, même lorsqu'on est juste un parent, pas forcément un professionnel, d'être redéfinis. Alors, si on doit redéfinir l'attention, c'est un phénomène très intéressant. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de faire attention, on va parler d'être capable sur un court laps de temps, très important de noter cet élément-là, quand on parle d'attention, on fait référence à un court laps de temps. L'attention, c'est ce qu'on appelle une fonction exécutive de base, c'est-à-dire la capacité à porter, comme son nom l'indique, son attention pendant un temps relativement court, et on va voir que ce temps, il évolue en fonction que nos enfants grandissent, que nos adolescents deviennent adultes, et même à l'âge adulte, la notion d'attention, elle peut être fluctuante, mais en tout cas, on va parler d'un court laps de temps. La concentration, c'est quoi? C'est notre capacité à mobiliser notre attention sur un temps long. Donc, quand je me concentre, c'est que j'ai une attention que je porte relativement longtemps. Qu'est-ce qu'on appelle porter son attention? C'est être capable de faire deux choses qui sont paradoxales en même temps. D'un côté, quand vous faites attention, vous vous focalisez sur une cible. Imaginez la cible, que vous avez une flèche et que vous regardez le centre de la flèche. Mais porter son attention, c'est être aussi capable en même temps d'inhiber, c'est-à-dire de ne pas se laisser distraire, de repousser les non-cibles. C'est un double mouvement. Et ça veut dire que pour certains enfants, certains adolescents, on va devoir les entraîner à ces deux choses. D'un côté, leur apprendre à porter leur attention et à augmenter ce temps d'attention. De l'autre côté, de ne pas se faire distraire par tous les éléments qui seront des non-cibles, des éléments distracteurs. Et c'est ce qu'on appelle l'attention qui devient petit à petit de la concentration. Donc là, c'est un petit peu comprendre déjà le mécanisme de l'attention. Deuxième point important pour ce soir, c'est de comprendre aussi à quel point, et quand on va parler de fonctions exécutives de base dans notre langage professionnel, il faut comprendre comment l'attention va impacter énormément d'autres domaines. Et c'est pour ça que quand on va parler de difficultés ou de troubles d'attention, il faut comprendre que les enfants sont impactés dans beaucoup de sphères.
Le premier domaine, voilà, c'est la concentration. Si je sais porter mon attention, je suis donc entraînée à être concentrée sur quelque chose, donc ma concentration se développe. Première étape. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que si je suis capable de porter mon attention, ça va donc impacter ma capacité à mémoriser les choses, à m'en souvenir. Je vais m'entraîner à me souvenir. C'est ce qu'on va appeler la mémorisation. Le fait aussi de prêter attention, alors ça, dans la vie de famille, vous vous en rendez compte. C'est que si un enfant porte son attention, il va aussi être attentif aux consignes que je lui donne dans mon quotidien. Va chercher tes affaires, pose ça sur la table, range ça, des consignes même très simples. Mais le fait qu'il ait l'attention, il va être donc plus facilement dans la réception de ces consignes, la réceptivité, qu'il va probablement mémoriser, et donc ça va impacter la compréhension. Donc vous voyez qu'en fait, l'attention, c'est quand même une voie d'entrée à tout un tas de mécanismes qui nous permettent de fonctionner. Je vais continuer un peu plus. L'attention, c'est aussi quelque chose qui va nécessiter une certaine organisation. Et c'est là où vous voyez que c'est un petit peu comme une spirale, comme une roue où une chose entraîne une autre, comme si vous dérouliez une corde. L'attention va amener la concentration, elle va aider à la mémorisation, elle va permettre une compréhension de consignes, elle va nécessiter une organisation. Et j'ai envie de dire, et plus que tout, l'attention va être conditionnée, quelque part va être liée à la motivation. Ça veut dire que si j'ai une difficulté d'attention, que ce soit un trouble d'attention diagnostiqué ou pas, tous ces domaines peuvent être impactés. Je les reprends un à un. On a parlé de concentration, mémorisation, je vais vous montrer la diapo juste après. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ça ne s'arrête pas là, le mécanisme de l'attention. Est-ce qu'on continue? Faites-moi juste un oui de la tête. On continue. Dans l'attention, on va distinguer trois types d'attention. Et encore une fois, les parents parmi nous, c'est très important de distinguer ce qu'on fait. L'attention, on a dit, il y a une part de l'attention, c'est la capacité qu'aurait mon enfant, par exemple, à prendre un livre et à rester concentré sur une histoire, même s'il y a des bruits autour, n'est-ce pas? Ce premier niveau d'attention, on appelle ça l'attention sélective. Il y a une deuxième attention qu'on va appeler l'attention divisée, c'est-à-dire être capable, par exemple, je ne sais pas si vous vous reconnaissez, il y a même des adultes qui ont du mal à conduire et à tenir une discussion en même temps. Pour eux, c'est très difficile de faire les deux choses en même temps. C'est par exemple de rester concentré sur une lecture en écoutant une musique qui est peut-être un peu fort derrière moi. Et si vous voulez, ça, c'est ce qu'on appelle l'attention divisée. C'est encore un élément qui nous intéresse. La troisième chose, euh, et c'est ce qu'on appelle la concentration, c'est l'attention soutenue, c'est celle qu'on appelle dans une durée. C'est-à-dire que mon enfant, il est parfois capable de jouer à un jeu, même qui l'intéresse, mais ça va durer 2 minutes et hop, il va passer à autre chose. Ou alors, on va commencer petit à petit à vouloir augmenter ce temps. Donc vous voyez que même dans l'attention, quand on est professionnel et qu'on travaille avec des enfants qui ont des difficultés d'attention, on a besoin un petit peu de distinguer toutes ces petites différences. Et on va vraiment un petit peu toutes les observer une à une à travers des jeux. Alors, quand on est parent, c'est pas la même chose, d'accord? Vous n'êtes pas forcément dans la remédiation. Mais la question de ce soir, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire déjà pour préserver les capacités d'attention? Évidemment, la deuxième question qui va se poser, c'est que quand on parle d'attention, est-ce qu'on parle forcément de troubles de l'attention? Donc ça, c'est des petites choses qu'il faut quand même se répéter ce soir. Et si vous êtes d'accord, on revoit ensemble. Juste pour reprendre ce qu'on a dit, je vous montre le slide. Donc très important de se souvenir, l'attention, c'est lié à la capacité de concentration, c'est lié à la capacité de se souvenir, c'est lié à la capacité de prendre une consigne, et de l'appliquer, du moins, c'est lié à la capacité d'organisation, mais c'est surtout très lié à la motivation. À côté, je vous ai mis donc les trois types d'attention dont on a parlé. On va continuer un petit peu ensemble.
Une fois qu'on a défini un petit peu ce que c'est que l'attention, se pose la question, et ça pour moi c'est très important de se souvenir de ça. La... Excusez-moi, j'ai partagé mon écran de nouveau, c'était pas mon souhait. Alors, en ce qui concerne le temps de l'attention, d'accord, il faut savoir que c'est évolutif et il faut savoir que les temps d'attention en continu varient. Quand un enfant entre au CP, c'est-à-dire quand il a entre 6 et 8 ans, son temps d'attention en continu, c'est-à-dire sur la même activité, il est d'environ 15 minutes. Au total, vous allez avoir un total d'environ 2 heures par jour. Alors tout ce que je vous donne, c'est des études qui ont donné ça. Évidemment, ça reste individuel. Ça va dépendre aussi évidemment des conditions, de l'environnement, parce que notre attention, elle fluctue. Si vous êtes très motivé par ce que vous faites, vous avez de fortes chances d'avoir une meilleure attention que si vous êtes moins motivé. Il va y avoir entre 8 et 10 ans un temps d'attention qui grandit, qui continue, qui s'élargit, qui va jusqu'à 20 minutes pour la même activité. Quand vous êtes sur 10 à 12 ans, vous êtes sur 25 minutes en continu et les adultes en général, jusqu'à 50 minutes, on a un vrai temps d'attention qui peut être très alerte. Évidemment, ça dépend si c'est à 8 heures du matin ou à 22 heures le soir, mais bon, ça va dépendre un petit peu, des horaires. Mais en tout cas, en temps total d'attention, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se fait un petit peu de manière naturelle. Maintenant, tous ces facteurs-là sont impactés par différentes sphères. Je parlerai de la sphère émotionnelle, d'accord? Même si vous êtes un adulte, que vous fonctionnez bien, mais que vous avez une nouvelle, même une très bonne nouvelle qui vous arrive, l'excitation, c'est-à-dire l'émotion que vous ressentez, va impacter, va impacter votre capacité d'attention à ce moment-là. Donc il y a énormément de facteurs environnementaux qui vont impacter aussi, ça fluctue. Mais ce dont je veux vous parler ce soir, et c'est quelque chose qui me paraît très important de dire aux parents, c'est surtout de bien distinguer un enfant turbulent d'un enfant qui a un trouble de l'attention. Et j'ai presque envie de commencer par ça ce soir. Tous nos enfants turbulents, heureusement, ne sont pas des enfants qui ont des troubles de l'attention. Le trouble de l'attention est un trouble neurologique. Il doit être diagnostiqué par un professionnel de santé. Ça peut vous faire rire de l'entendre ce soir, mais voilà, moi je trouve qu'on a beaucoup d'enfants qui peuvent être juste turbulents. Et là, ça va faire référence à d'autres choses, d'accord? Je ne vais pas parler ce soir de tout ce que ça implique, comme poser des limites fermes, etc. Mais il y a des choses qui sont liées et qui pourrait nous aider à quelque part contenir, d'accord? Mais l'enfant turbulent n'est pas un enfant qui est diagnostiqué automatiquement. Ce n'est pas une condition directe. Et souvent, il y a une confusion de ce côté-là. Donc, pour moi, c'est très important de commencer ce soir. Mais alors, comment savoir? Quand je suis parent, comment savoir quand ça commence? Alors, je vais vous donner deux indicateurs. Le premier indicateur, c'est quand vous sentez que l'enfant il est sans cesse au mouvement, mais que vous sentez qu'il papillonne, c'est-à-dire que c'est désordonné. C'est l'aspect désordonné qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui est vraiment pensé, orienté, euh, qu'il lâche très vite les activités, qu'il va d'une activité à l'autre. On a même le sentiment que ça le dérange lui-même. C'est là où il y a quelque chose qui doit nous alerter. Donc, ça devient un signe de pathologie quand vous avez le signe de désordonné, que c'est sans fil conducteur, que c'est accompagné d'une agitation motrice très importante. Là, ça vaut la peine de se poser la question, est-ce que c'est juste un enfant qui est turbulent ou est-ce qu'il y a un trouble de l'attention? Et attention aux surprises. Parce que le trouble de l'attention le plus connu, celui qu'on remarque le plus facilement, c'est celui qui est associé à l'agitation motrice. Mais parfois, vous avez ces enfants dits rêveurs, mais tellement rêveurs que, et là, on va parler de troubles de l'attention sans hyperactivité, d'accord? Donc, c'est encore des choses qui sont, il faut savoir aujourd'hui que c'est un domaine où la recherche évolue sans cesse, où on a sans cesse des découvertes qui nous permettent justement d'évaluer ça. Mais en tout cas, je pense que ce qui est très important pour les parents parmi nous et même pour les professionnels de ce soir, de bien distinguer.
j'ai eu la chance de travailler avec des enfants qui étaient très turbulents, qui donnaient du fil à retordre à leurs parents et à leurs enseignants, mais qui avaient, quand on leur passait des tests cognitifs, un excellent potentiel cognitif, d'accord? Et on aurait pu les associer à des enfants de haut potentiel, d'accord? Donc il faut savoir que parfois on a des choses ça peut être très trompeur. On a des enfants qui vont dire, déranger en classe. Je vous donne juste un exemple d'un enfant qui était extrêmement turbulent. Il a fallu lui faire sauter une classe pour que les choses s'arrangent. C'est-à-dire qu'il n'avait pas suffisamment de stimulation, il n'avait pas assez d'activité, il s'ennuyait, il devenait turbulent, il dérangeait et ainsi de suite. Mais on n'était pas du tout sur du trouble de l'attention, on était au contraire sur un très bon niveau de fonctionnement. Je vais vous donner un autre exemple aussi. Celui-là, je l'ai en ce moment. Ce sont des enfants qui viennent, où on va me dire, il y a un trouble de l'attention, et je vais me rendre compte que la difficulté, elle est ailleurs. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui n'ont pas de limite posée ferme, et là, on va être plus dans de la guidance parentale, d'accord? Donc, les parents, sachez quand même que voilà, il y a quelque chose ici à faire. Quand on va parler de troubles de l'hyperactivité, la seule chose que je veux vous dire, c'est que la première chose, c'est que la turbulence n'est pas un trouble de l'attention. Et d'un autre côté, on peut stimuler l'attention d'un enfant, même s'il n'a pas un trouble de l'attention. Donc, on soit bien clair sur ça. Tout ce qu'on va donner ce soir, c'est valable pour tous les enfants, pour tous les adolescents, et ça l'est d'autant plus lorsqu'il y a un trouble diagnostiqué. Mais bien faire attention à la distinction, d'accord? Il y a une différence entre un enfant, bah voilà, il n'a pas été forcément bien stimulé, on va en discuter tout de suite, et un enfant qui a un trouble. Je voudrais m'arrêter sur ça parce que lorsqu'il y a un diagnostic posé, je vous en supplie, il y a des mots que je ne veux pas, enfin, il me semble, ne sont pas appropriés. On ne peut pas employer le mot paresseux. On ne peut pas employer le mot il fait exprès. On ne peut pas employer le mot il oublie tout le temps, les toujours, les étiquettes. Quand il y a un trouble, ça veut dire que c'est neurologique, qu'il y a une origine rationnelle, visible presque quelque part, puisque voilà, c'est un diagnostic posé, d'où l'importance de bien faire la distinction. Quand j'ai un doute sur mon enfant, je dois d'abord me poser la question, est-ce qu'il est juste turbulent et que je dois peut-être au niveau de l'éducation, peut-être avoir un chemin éducatif qui peut être plus ferme ou poser des règles, etc. Chose que je rencontre encore beaucoup. Il y a beaucoup cette distinction à faire. Ou alors, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un trouble? Et le trouble, il faut absolument le faire diagnostiquer. Pourquoi? Parce que c'est reconnaître une difficulté d'un enfant, c'est lui permettre d'accéder à certains droits, et c'est surtout ce qui va permettre un début de prise en charge. C'est des enfants qu'on doit accompagner et qu'on peut aider et dont on a des techniques aujourd'hui qui sont intéressantes, et c'est ce que je voudrais qu'on voit ensemble. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, bien différencier, je vous refais un partage d'écran, bien différencier l'enfant turbulent de l'enfant plein de vie, débordant, d'accord, d'énergie, de l'enfant qui aurait un trouble déficitaire de l'attention. D'accord? C'est pas du tout, on parle pas de la même chose et il faut bien distinguer les deux éléments. Alors, je voudrais revenir à la posture. Vous allez voir que dans tout ce qu'on va dire, il y a une posture de parent. Alors, évidemment, les professionnels, je vous fais toujours un petit coucou, d'accord? Il y a des choses que vous allez revoir, mais dans la posture de parent, il y a des choses qui sont essentielles. Il est évident que quand il y a une difficulté d'attention, d'accord? Et je parle de manque de stimulation d'attention, il y a des éléments auxquels on va devoir faire attention. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, et ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est des choses qui sont sues, connues, reconnues, d'accord? Euh, la- S'il y a un point commun, si je devais dire qu'il y a un point commun dans les troubles, tous les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, on va retrouver deux, voire trois choses. On va retrouver une impulsivité, on va retrouver ce qu'on appellerait de l'inattention, et on va retrouver une agitation motrice. D'accord? On va retrouver donc l'impulsivité, l'inattention et l'agitation motrice. Ces trois choses-là, qu'on parle de diagnostic ou pas, ce sont des éléments qu'on peut se retrouver aujourd'hui à travailler avec plein d'enfants ordinaires.
c'est-à-dire qui n'ont pas forcément le trouble. L'impulsivité, c'est devenu un phénomène de société. Tout le monde est pressé, tout le monde va vite, les parents et les enfants, d'accord, vous comprenez? Donc il y a ici une part d'éducation qui peut être intéressante. Donc la régulation d'impulsivité, ça va être un point sur lequel on va insister ce soir. Pour ce qui concerne l'inattention, je vais vous parler de ce que nous on appelle trouver des stratégies. À travers le jeu essentiellement, il y a énormément de choses qu'on peut faire en jouant avec nos enfants. Et je vous le rappelle, on joue à tout âge, même chez des seniors, d'accord? Et à travers le jeu, on est capable de faire travailler sans que nos enfants se rendent compte leur capacité à réveiller cette attention et à travailler sur ce qu'on va voir, tous les éléments qui composent cette attention. N'oubliez pas que je vous ai parlé tout à l'heure de concentration, de mémorisation, d'anticipation, toutes ces choses-là, on va essayer ensemble de trouver ce soir quelques pistes, en tout cas de sortir avec des pistes concrètes pour pouvoir les travailler. Donc, impulsivité, inattention et l'agitation motrice, elle n'est pas toujours présente, mais l'agitation motrice, je vais en parler ce soir. Pourquoi? Parce que très souvent, en tant que parent, on risque de vous dire, vous savez, votre enfant a beaucoup d'agitation, on vous conseille d'aller voir une psychomotricienne. Alors moi, les psychomotriciennes, ce sont mes grandes collègues, mais la psychomotricienne, souvent, on se dit, mais quel rapport entre l'attention et la motricité? Or, il faut savoir que l'impulsivité, elle peut exister dans trois champs. Et ça, notez-le, c'était un article que j'avais fait dans le Wellness, Yardena. On peut retrouver l'impulsivité au niveau cognitif, c'est-à-dire mon enfant, lorsqu'il réfléchit, on a l'impression qu'il va plus vite qu'il ne réfléchit. Donc ça, c'est un champ sur lequel on va travailler. On va retrouver l'impulsivité au niveau émotionnel, l'hypersensibilité, l'hyperréactivité. Vous reconnaissez là des enfants qui vont très... Et ça, c'est une impulsivité qui s'exprime au niveau émotionnel. Et on va retrouver l'impulsivité au niveau moteur. Au niveau moteur, c'est-à-dire que les gestes vont trop vite. Et quelque part, tout est lié, d'accord? On sait bien que ce sont trois facettes, en fait, d'accord? J'ai un corps, je réfléchis avec ma tête, je ressens avec mon cœur. Finalement, ce sont trois facettes d'un même enfant. Et l'impulsivité, elle peut se manifester dans ces trois domaines. Donc, ces trois domaines, quand vous êtes parent d'un enfant qui a un trouble de l'attention, vous devez être attentif qu'on va vous proposer très probablement des aides dans ces trois domaines-là. D'accord? La méthode Feuerstein va se focaliser sur l'aspect cognitif tout en sachant que si j'impacte, si j'apprends un enfant à ralentir dans des jeux et dans des activités qui me paraissent juste de réflexion, sachez que ça doit impacter aussi sa manière de gérer ses émotions et donc ça va impacter aussi sa manière de ralentir dans sa gestuelle. En tout cas, c'est ce qu'on espère faire, c'est notre objectif. Donc très important de se souvenir, l'impulsivité, elle, quelque part, elle impacte tout. Elle impacte ma gestion des émotions, elle impacte ma manière de réfléchir, elle impacte aussi ma gestuelle, ma coordination et tout le reste. Donc, d'où son importance, la régulation d'impulsivité. J'espère que je vais pas trop vite, j'espère que le rythme est bon, mais en tout cas, on continue. Donc, finalement, tous ces domaines de l'impulsivité euh, me font répéter, je vous en prie, quand il y a un diagnostic posé, ne dites pas il l'a fait exprès, ne dites pas mon enfant a une mauvaise volonté, ne dites pas je suis un mauvais parent. Ça n'a rien à voir, c'est de naissance. Ne dites pas c'est un enfant gâté. Enfin voilà, tout ce genre de mots n'a pas sa place, d'accord? Lorsqu'il y a un trouble neurologique, c'est pas le pourquoi il est comme ça, c'est comment je vais faire pour l'accompagner, pour l'aider. Encore une fois, quand je parle du plus, c'est-à-dire quand il y a un trouble neurologique, il est évident que tout ce qu'on va dire va aussi pouvoir être aider des enfants qui, par manque d'entraînement, ou par manque de stimulation, ou parce qu'ils n'ont pas beaucoup joué, ou parce qu'ils ont passé beaucoup de temps sur les écrans. Beaucoup de temps sur les écrans n'ont peut-être pas suffisamment fait grandir ce potentiel d'attention. Donc la question maintenant, c'est comment faire grandir le potentiel d'attention. On va regarder ça ensemble et on va continuer. Le potentiel d'attention, alors j'allais dire la première chose, il faut toujours se rappeler.
Il y a une chose qui m'aide à garder mon attention, c'est ma motivation. L'attention et la motivation sont intrinsèquement liées. Et dans l'approche de Feuerstein, on retrouve ça comme un des premiers éléments. C'est-à-dire que mon rôle de parent et mon rôle de professionnel, mais je ne parle pas ce soir des professionnels, je parle essentiellement, ça va être d'adapter ma posture face à mon enfant. Quand j'ai un enfant qui a du mal à poser son attention, quand j'ai un enfant qui se lasse très vite d'une activité à l'autre, je vais devoir évidemment être très attentif. Ça veut dire lui donner du sens à des activités. Est-ce que ce que je lui propose a un sens pour lui? Si ça n'a pas de sens, il n'est pas motivé. Donc, un de mes premiers défis, c'est de passer par le jeu, parce que le jeu attire l'enfant. Mais vous allez voir que même dans certains jeux, parfois il se lasse. Les jeux qui demandent trop d'attention, trop d'efforts, trop de réflexion. Il dit, ce jeu, je l'aime pas. Alors, ok, on va faire une partie de ce jeu et ensuite on ira à un autre jeu que tu préfères. On peut choisir, mais en tout cas, vous allez voir que même dans les jeux, les enfants sélectionnent parce qu'ils se rendent bien compte que ça leur demande une attention. Mais encore une fois, en tant que parent, la première chose à se rappeler, c'est que ma posture va créer de la motivation. Premièrement, donner du sens. Deuxièmement, en tant que parent, et ça, tous les parents le savent, il y a une règle d'or quand je suis parent. Si je devais définir la parentalité en un mot, ce serait encouragement. Mon rôle n'est pas de me focaliser sur toute la difficulté qu'a mon enfant à de poser son attention. Mon rôle est de chaque fois valoriser les instants qui sont parfois des secondes. Quand on travaille dans la remédiation, je vous donne un exemple. Dans le trouble, il faut savoir que le trouble de l'attention, ça peut être un trouble associé à des difficultés d'apprentissage, par exemple à la dyslexie. Ça peut être un trouble associé que vous allez. On a beaucoup d'enfants qui sont diagnostiqués TDAH, mais qui peuvent avoir à l'origine une maladie génétique, d'accord? Ou un trouble du spectre autistique. Je ne vais pas vous faire toute la panoplie, mais il faut savoir que l'attention, c'est quelque chose, voilà, qui nécessite un entraînement. Et ce que je veux dire aussi, c'est que quand on est parent, à un moment, on a envie de dire, mais il n'est pas possible, il n'arrive jamais à se poser. Et le calvaire des parents, c'est les devoirs. Le calvaire des parents, c'est les devoirs pour ses enfants. Donc, l'idée, c'est aussi de se dire comment je vais pouvoir faire pour le mettre au travail. Donc, la mise, l'entrée en activité, elle demande une motivation. Deuxièmement, pour qu'il ait suffisamment d'attention pour pouvoir réellement faire une, deux ou trois activités attendues. Et on va essayer de réfléchir ensemble comment faire pour que ça dure. Mais attention, ça nécessite dans la posture une troisième condition. Donc, je vous ai parlé, premièrement, il y a une certaine, enfin voilà, il faut se positionner en disant il y a un certain accueil. Si c'est un trouble diagnostiqué, ça vous demande une certaine patience. Deuxièmement, il y a la notion d'encouragement et de valorisation qui devient essentielle. Et le troisième point sur lequel je vais assister, c'est qu'il y a une notion d'entraînement et de stratégie. D'accord? On ne devient pas hyper musclé sans s'être entraîné dans une salle de sport ou d'entraînement. C'est la même chose. Mon cerveau doit s'entraîner. Mais je veux aussi vous dire quelque chose. Les accidents de vie arrivent, on peut aussi réapprendre à se réentraîner. D'accord? Parfois, ça peut être un accident de la vie qui fait que tout à coup, d'accord, je ne vais pas rentrer dans toutes les histoires de vie, mais on peut se réentraîner à se reposer son attention et on peut le faire à tout âge. Ça veut dire que voilà, il est jamais trop tard, mais on va pas partir du même point de départ. D'accord? Sachez que parfois, le temps d'attention, quand il y a des troubles importants, il peut se calculer en secondes. Alors, la question type, c'est le médicament. Bah, le médicament, on appelle ça, je vais vous donner la définition, ça s'appelle une aide médicalisée. Une aide médicalisée, ça veut dire que quand on a besoin de l'avoir et qu'on s'en prive, c'est dommage. C'est comme si je vous dis, vous privez de lunettes. D'un autre côté, comme tout, il peut y avoir des effets secondaires, donc je ne vais pas rentrer du tout dans le débat ce soir. Mais mon objectif de ce soir, c'est de dire qu'au cas par cas, parfois, on a besoin de l'aide médicalisée parce qu'elle donne des résultats extrêmement intéressants en termes d'attention. Moi, j'ai vu des enfants qui, grâce à certaines molécules, ont pu poser leur attention. Il est évident qu'il y avait un trouble neurologique sous-jacent, d'accord? C'était pas juste
de la turbulence. Il y avait vraiment quelque chose de neurologique. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce que tu es pour, tu es contre? Pour moi, la question ne se pose même pas, d'accord? Tout dépend au cas par cas, tout dépend du diagnostic, tout dépend de la réaction de ces enfants aux effets secondaires, parce qu'il y a des effets secondaires, d'accord? Il ne faut pas les ignorer. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il existe des aides, il existe des aides thérapeutiques, c'est ce qu'on va nous voir ensemble. Il existe des aides médicamenteuses. Voilà, il ne faut pas se cacher la face. On a de plus en plus d'enfants qui sont diagnostiqués avec ce trouble de l'attention. On le connaît de mieux en mieux. Aujourd'hui, je pense que pour les enseignants, il n'existe pas de classe sans enfants de ce type-là, d'accord? On a dans toutes les classes 3, 4, 5 élèves qui ont ce diagnostic posé, et ça veut dire aussi certains aménagements nécessaires, ce qui rend la tâche pas évidente en tant que professionnel, mais en tout cas, voilà. On s'arrête là sur en tout cas sur la discussion de la médication ou pas, mais il faut savoir que ce soir, je voudrais qu'on s'arrête sur tout le reste. La médication, je ne suis pas médecin, d'accord? Ce sont des neurologues, ce sont des pédopsychiatres, ce sont des médecins qui donnent ces recommandations-là et il faut faire cette démarche pour, en tout cas, quand on a le diagnostic posé, c'est une démarche médicale. L'objectif ce soir, c'est de voir tout ce qu'on peut faire autour qui peuvent accompagner la démarche, qui peuvent être complémentaires à la démarche et qui peuvent voilà, être des réflexions. Parfois, le thérapeutique va suffire, parfois, il ne va pas suffire. Et tout va se décider au cas par cas. Donc, je ne pourrais pas vous donner toutes les réponses sur un pied en si peu de temps, mais en tout cas, c'était important d'en parler ce soir. Est-ce que ça va? Est-ce que le rythme est bon? On va continuer. Alors, pour l'attention, quand on va parler de l'attention, je vais vous parler d'une première notion. Donc, on a parlé de la motivation, donc le parent qui crée de la motivation. Pour moi, la motivation quand les enfants sont jeunes, le meilleur exercice que je peux vous dire, Valérie, je te fais un petit signe, Valérie Guetta, c'est de passer par le jeu. Comment est-ce qu'on peut stimuler les capacités d'attention? Alors, c'est le jeu qui est un outil incroyable. C'est un outil qu'on utilise en remédiation cognitive. C'est un outil qu'on utilise dans l'approche Feuerstein, mais pratiquement tous les praticiens que je connais aujourd'hui utilisent le jeu comme moyen pour faire travailler les fonctions exécutives et notamment en tout premier la fonction de l'attention. L'attention conjointe, c'est cette capacité que va avoir un enfant à poser son attention, à faire durer une activité quelques minutes, puis petit à petit en augmentant. Alors, la particularité dans l'approche Feuerstein, c'est que quand on va jouer, on va pas juste faire une partie de jeu. Imaginez que vous faites une partie d'un jeu banal. Je vous donne le puissance 4, ça pourrait être un autre jeu, ça pourrait être un memory. L'idée dans le jeu va être de verbaliser tous les raisonnements qui se passent au fur et à mesure. On appelle ça la métacognition, c'est-à-dire à travers le jeu, je veux que mon enfant soit conscient de ce qu'il utilise en réfléchissant. Alors, vous imaginez bien que ça vient pas tout seul. Au départ, écoutez bien, je suis l'adulte, je sers de voix cognitive à mon enfant, c'est-à-dire, je dis à mon enfant quelles sont les étapes. Imaginons, je joue au memory. J'ouvre une carte, j'en ouvre une deuxième. C'est à ton tour. Souviens-toi de ce qu'on avait juste avant. Regarde, vous allez entendre tout ce discours qui va accompagner la partie du jeu, mais en fait, ce discours, il n'est pas juste pour parler. C'est un discours qui est là pour amener petit à petit l'enfant à être conscient et à réveiller le besoin de ralentir. L'idée, c'est d'amener aussi l'enfant à connaître son fonctionnement. Alors moi, je leur donne un petit jeu, c'est une petite astuce que vous pouvez aussi très bien mettre en place. Alors très souvent, j'explique l'attention euh, comme si c'était une course de chevaux. Vous avez tous vu une course de chevaux. Les chevaux, on leur met des œillères. On leur met des œillères pour qu'ils restent focalisés vers la cible, vers la ligne d'arrivée. Eh bien, en fait, on fait plein d'exercices où on dit à l'enfant, regarde, maintenant, et c'est justement la définition que je vous ai donnée de l'attention, c'est à la fois être focalisé sur la cible, donc je vais définir, regarde, on va faire une partie de ce jeu. Mais attention, on va faire le jeu et on va essayer de ne pas faire attention à tous les bruits, tous les éléments distractifs. Et c'est un petit peu par cet entraînement dans le jeu
que l'enfant petit à petit va s'entraîner à poser son attention et à la faire durer. Est-ce que ça va jusque-là? La métacognition, pour nous, c'est une clé fondamentale. C'est quelque chose qu'on met énormément en évidence dans la méthode Feuerstein. C'est quelque chose que vous retrouverez de toute façon dans tout ce qu'on a appelé l'éducabilité cognitive, c'est-à-dire, ne croyez pas, même un enfant qui a un diagnostic de trouble de l'attention, on va lui tenir ce discours, on va lui dire, OK, tu n'y es pour rien, tu es né comme ça, mais l'attention, ça se travaille. Et petit à petit, on va l'amener à le dire, regarde, là, tu es resté, tu as fait toute la partie. Bravo à toi, tu as réussi à maintenir ton attention, tu as mis tes œillères pendant un temps. Tout ce discours qui vous paraît de simples phrases est un discours de l'adulte qui permet à l'enfant d'être conscient de tous les mécanismes qu'il est en train petit à petit de faire émerger. La métacognition, c'est quelque chose qu'on peut faire depuis tout petit. D'accord? Le discours d'un parent qui va mettre en mots, que ce soit des émotions, qui va mettre en mots des situations, qui va décrire, écoutez bien, quelque chose de tout simple, les étapes de planification pour faire un gâteau, le simple fait d'évoquer, d'énoncer clairement, de formuler toutes les étapes, vous êtes en train de les amener à ce qu'on appelle la conscience, que j'obtiens pas un gâteau tout seul. Il n'est pas né, il n'est pas venu en une seconde. Il y a eu des étapes qui ont amené, un processus qui ont amené à ça. Or, l'enfant qui a des difficultés d'attention, n'oubliez pas, il vit dans l'immédiateté. Pour lui, tout est à l'instant présent. Donc tout ce qui va être cause, conséquence, processus, tous ces jeux-là que vous allez mettre en place vont lui permettre petit à petit d'élaborer un principe de base. Il y a des étapes qui nous permettent d'arriver à la cible. Et ces étapes-là font donc, et vous voyez que la fonction de l'attention fait appel à la planification et à l'anticipation. Est-ce que vous me suivez? Donc, on voit combien cette fonction, l'attention, ça joue dans tous ces domaines-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos enfants? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme activité pour justement les aider? Alors, il y a quelque chose euh, qui est pour moi une base fondamentale. La première étape, c'est se centrer sur le processus. Parfois, l'enfant, il va vous dire, ça y est, j'en peux plus. Mais on va lui dire, ok, très bien. Tu as fait une partie du jeu. Tu as lu la consigne dans ton exercice. Tu as commencé un devoir, même si tu n'as pas fait tout l'exercice attendu. Tu as réussi à être à l'heure le matin. Mais se concentrer toujours sur le processus attentionnel mis en place par l'enfant. La deuxième chose, et pour moi elle est fondamentale, c'est faire des pauses. Ne vous asseyez pas longtemps avec ces enfants-là. Plus un enfant a une difficulté d'attention, plus vous allez devoir être attentif à deux choses. Le temps passé sur l'activité et le plaisir qu'il en retire. C'est pour ça que je vous parle tellement des jeux. Et au départ, la partie du jeu, elle doit être très courte. Alors, ce qui est très utile, c'est les sabliers, d'accord? On va dire, on fait juste le temps du sablier, les minuteurs, parce que l'attention, on la perd au fil du temps. Donc pour eux, plus c'est long, plus c'est insupportable. Donc au départ, je vous ai dit, regardez, plus c'est insupportable, moins je suis motivée. Est-ce que vous suivez ce qui est en train de se faire? Donc à un moment, l'idée, c'est de dire, regarde, je te demande un effort, tu mets tes œillères, mais tu vas le faire que pour un temps précis, le temps de se sablier. Et ça va être sympathique parce qu'on va commencer par un jeu. Et en fait, on va recréer, on va stimuler la capacité d'attention en donnant de la motivation par le jeu, le plaisir, en donnant un entraînement par un temps défini et en faisant ce qu'on appelle, écoutez bien, ça c'est quelque chose que je recommande même dans les classes, ce qu'on appelle des pauses cerveau. Écoutez-moi, vous êtes des adultes. Il est prouvé par des études qui ont mesuré les temps d'attention qu'un adulte qui reste 2 heures sur une même tâche, je ne sais pas combien vous êtes attentive maintenant dans cette conférence, ça fait déjà 45 minutes qu'on a commencé, mais en tout cas, si je vous prends 2 heures sur une conférence, vous allez voir que votre temps d'attention, il va, au bout d'un moment, au bout de 50 minutes, il va ne faire que diminuer. Par contre, si au bout de 50 minutes, vous prenez 5 minutes de pause et que vous revenez à votre même activité, votre temps d'attention va pouvoir de nouveau être réactivé. Si on applique ça aux jeunes enfants, c'est la même chose.
plus vous allez faire des pauses, plus vous allez pouvoir récupérer leur attention. Alors, le grand dilemme, c'est à combien ces pauses ne vont pas les distraire. Je le sais, mais là, il y a quelque chose, vous voyez, qui est imparable. C'est-à-dire, je ne peux pas vous donner une recette. En fonction du temps que vous observez, vous allez dire, bon, là, tu es capable de rester 2 minutes. Et ça, c'est des choses dont le parent, il doit être attentif. De voir petit à petit un enfant qui arrive à rester posé sur une attention qui lui fait plaisir. Quand des parents me disent, mon enfant ne sait pas jouer, vous comprenez que pour moi, c'est un signal d'alarme. Parce qu'il n'y a pas savoir jouer et il n'y a pas être capable de poser son attention sur une activité même lorsqu'elle me plaît. C'est pas la même chose. Ne pas savoir jouer, ça peut être parce que tu connais pas les règles, parce que le jeu est trop abstrait pour toi. Ne pas être capable de poser ton attention, ça c'est la notion dont je vous ai parlé tout à l'heure. Désordonné, ça veut dire qu'à un moment, tu n'as plus aucun intérêt dans rien, parce que rien n'est organisé. Donc, on a parlé de la pause cerveau. Est-ce qu'on peut continuer? À un moment, vous allez me dire qu'il va falloir s'arrêter. Alors, on va continuer encore un petit peu. Après, il y a un autre élément qui paraît encore simple, hein. Tout ce que je vous dis peut paraître très simple, mais c'est des choses qui sont toujours bonnes à rappeler, et surtout quand on est parent, bonnes à vérifier. Quand vous donnez une consigne, vous devez faire attention à votre posture. Quel est le premier signe d'attention? C'est le regard visuel, c'est le contact oculaire. Donc, quand vous parlez que votre enfant il vous donne le dos, il y a peu de chances qu'il ait prêté attention à votre consigne. Si en plus il a un diagnostic posé, je vous dis tout de suite, en fonction de la manière dont vous formulez la consigne, en fonction de votre posture, de l'attention que vous donnerez pour attirer son attention, en fonction de ça, ben, il y aura une prise de consigne ou pas. Ça veut dire qu'en fait, à certains détails près, parfois l'enfant, il n'a même pas entendu. Il vous a même pas entendu. Il est dans son livre, il est dans ses Legos. Et ben, vous perdrez moins d'énergie en tant que parent à aller le voir, à vous accroupir un petit peu, à aller à son niveau, à lui dire, je t'appelle, je t'ai demandé. Alors, j'ai pas dit qu'il va écouter forcément, mais au moins, vous aurez eu l'assurance qu'il a pris votre information, qu'à l'appeler 40 fois. Vous allez vous épuiser. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup des parents qui répètent et qui répètent les choses, etc. Donc, faire attention à ça. Déjà, vérifier aussi si vous avez l'attention oculaire, c'est-à-dire est-ce qu'au moins il vous regarde, est-ce qu'il a bien pris l'information. Donc ça, c'est un petit peu le troisième élément. On va continuer. Alors, évidemment, là, c'est des petites astuces hein, qu'on peut donner à des parents qui sont applicables à la maison facilement et qui sont applicables un petit peu dans tous les domaines. J'ai aussi pas la prétention en si peu de temps de donner toutes les, toutes les pistes. Mais en tout cas, on va continuer. Si on continue un petit peu, euh, un autre point auquel on doit être attentif, imaginez que je vous fais un discours très long avec de longues phases et que mon discours dure très longtemps. Vous imaginez que vous allez me perdre. D'accord? C'est ce que je viens de faire. Je viens de vous faire une phrase très longue. Par contre, si vous parlez avec des mots courts, en donnant des consignes brefs, extrêmement focalisés, viens, range, donne-moi, mets-le, mais de manière très concise, très précise, quelque part, plus vous économiserez les mots, plus vous allez garder leur attention. Donc finalement, apprendre dans ma maison à donner des consignes brèves, des consignes très ciblées, c'est aussi quelque chose qui peut faire gagner un grand gain d'énergie. Et un parent qui gagne de l'énergie, c'est aussi un parent qui est plus efficace, qui est plus patient, et ainsi de suite. D'accord? Donc il y a quand même un lien dans la manière dont on formule les consignes et pour ne pas perdre leur attention. Donc vous voyez déjà que tous ces sujets-là, je vous dis quand même, ce sont des sujets, chaque thématique, c'est une animation d'un atelier de parents. Les ateliers de parents, en général, on les fait en 6, 7 fois, mais chaque thème, c'est quelque chose qui se travaille. Comment formuler les consignes? Comment créer de l'attention conjointe, comment garder la motivation, comment donner du sens, tous ces éléments-là, ce sont des ingrédients qui impactent l'attention de mon enfant. Est-ce que je peux continuer? Faites-moi signe. Évidemment, on arrive. Alors, je ne veux pas beaucoup insister sur ça, mais je veux quand même vous dire quelque chose. Plus les enfants sont turbulents, plus on est tenté de les mettre devant les écrans. Bon, alors je ne vais pas vous faire toute une conférence sur les écrans, mais les écrans ont deux grands inconvénients. Le premier, c'est un enfant qui est sur un écran, tout ce temps-là, il n'expérimente pas. Il n'expérimente pas des expériences sensorielles.
qui passe donc par le corps, par le mouvement, par d'autres choses. Donc il y a, si vous voulez, quelque part, le temps sur l'écran, il est au détriment d'un autre temps d'expérimentation, de jeu, etc. Donc ça, c'est le premier point. Quand il y a un trouble de l'attention, il y a quelque chose qui est neurologique. Vous savez que l'écran crée une excitation au niveau du cerveau. D'accord? Je ne vais pas vous envoyer toutes les recherches, mais donc plus de temps passé sur l'écran crée une excitation supplémentaire. Et qu'est-ce qui se passe? Très souvent, les enfants, quand ils ont passé trop de temps devant un écran, ils deviennent super agités. Donc là, il y a une vraie réticence à avoir quand il y a un trouble neurologique avéré par rapport à l'écran. La troisième chose que je vais vous dire, et ça c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup quand on fait des prises en charge en remédiation, c'est l'aspect sensoriel. D'accord? C'est pas du tout la même chose que de regarder un dessin animé en couleur, ou même de faire défiler son écran, que d'aller expérimenter des matières. Donc je reviens toujours à ce temps sur écran auquel il faut être attentif. Bon, voilà, sans vous parler de tout le reste, c'est-à-dire les dangers des contenus, etc. Je ne vais même pas dans tout ça. Le temps sur l'écran, c'est quelque chose dont on doit être attentif par rapport à l'attention. Et il faut savoir aussi que plus les enfants ont été mis devant les écrans, vous imaginez demain qu'un livre, c'est très ennuyeux à côté d'un écran. C'est pas coloré, c'est pas aussi intéressant, c'est pas la même modalité. Donc il y a quelque chose ici auquel il faut être quand même très attentif. Mais j'arrive au quatrième point, qui est, et ça aide toute la société, je vous le dis franchement, adultes, enfants, et plus on avance, c'est ce qu'on appelle la régulation d'impulsivité. Alors, pour revenir à la méthode Feuerstein, Feuerstein en a fait son slogan. Une minute, je réfléchis. Vous le verrez sur tout le matériel de la méthode. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce une minute, je réfléchis, la régulation d'impulsivité, c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement. Alors, quand on est parent, déjà prenons-nous l'habitude, parents, de ne pas aller trop vite, de ralentir. C'est bien pour nos réactions, parfois, quand elles sont un peu trop importantes. C'est bien pour la régulation émotionnelle. C'est bon pour tout de prendre cette une minute avant de réagir, de répondre. Enfin voilà. Et le problème, c'est qu'on est dans une société qui va très vite. Donc on va tous, quelque part, de plus en plus vite. Le une minute, je réfléchis, c'est aussi donner le temps à l'enfant et l'habituer, systématiser un temps de latence. Ne réponds pas tout de suite, ne va pas trop vite. Et évidemment, quand l'impulsivité, elle est très, très, très marquée, eh bien là, c'est là où ça devient intéressant de le travailler avec les jeux, mais aussi, une autre chose, avec le mouvement corporel. Alors, je ne vais pas vous parler ce soir de Brain Gym, du 8 qu'on retrouve dans différentes approches, mais ce que vous devez savoir, c'est que le mouvement corporel permet aussi de ralentir. Vous connaissez ces situations où vous pensez tellement vite que vous êtes maladroite. Ben, c'est un petit peu ça l'idée. C'est de dire à un moment, ralentir va passer par le corps. Donc, on retrouve de nouveau travaille sur l'impulsivité cognitive, travaille sur l'impulsivité motrice et travaille évidemment qui va impacter la gestion des émotions, ce qu'on appellerait l'impulsivité émotionnelle. Est-ce que je peux encore continuer? Parce qu'on est censé bientôt s'arrêter, mais le temps est trop court. Oui, ça va, on continue encore un petit peu. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent, d'autres ne connaissent pas encore, mais je veux juste vous montrer quand même quelque chose qui est très très rigolo. Un des exercices qu'on donne pour porter son attention, c'est les exercices de points. Beaucoup de vous les connaissent. Même si vous ne les connaissez pas, je veux juste vous dire un petit peu. C'est très rigolo parce que dans ce genre d'exercice, on demande à la personne, à l'enfant, l'adolescent, l'adulte, bon, il y a des adaptations, mais en tout cas de relier des points. Mais ce qu'on fait en fait dans cet exercice, c'est exactement ce travail-là sur l'attention. C'est-à-dire, pour retrouver la forme, je dois faire deux choses. Un, avoir une méthodologie, c'est-à-dire une stratégie, une planification pour la trouver, mais je dois aussi ne pas me faire distraire par des points qui seraient à proximité. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites travailler ces deux mécanismes-là. Et alors c'est un exemple pris de Feuerstein, il existe plein d'autres exemples, voilà, je ne les connais pas tous, mais je suis sûre que vous en avez aussi d'autres. Mais c'est-à-dire, ce qui est important de retenir, c'est qu'on peut entraîner à la fois l'attention, la concentration et l'inhibition. C'est-à-dire qu'on peut entraîner une personne à se focaliser sur quelque chose,
que ce soit des formes, que ce soit un jeu, que ce soit un livre, que ce soit une comptine, peu importe l'activité, tout en parallèlement en lui apprenant à ne pas se laisser distraire. Mais l'essence même de ces exercices, elle tient à ces deux mécanismes-là. À travailler l'attention pour favoriser la concentration. C'est pas la seule chose que ça fait, mais en tout cas, voilà, je tenais quand même à vous montrer. Pour tous ceux d'entre vous qui ont des enfants, qui vont parfois, qui connaissent un peu cette approche-là, vous pouvez vous poser la question, et à juste titre, mais qu'est-ce qu'on fait bien dans ce genre d'exercice? Dans ce genre d'exercice, on fait travailler le mécanisme de l'attention. D'un côté, à être focalisé sur une cible, en l'occurrence ici, ce sont les figures géométriques, pardon, et d'un autre côté, ne pas se laisser distraire par le reste du nuage de points. C'est cette capacité justement à ne pas se laisser distraire par ce qu'on appelle des non-cibles, c'est l'inhibition. Je voudrais continuer en vous parlant, et je vais peut-être terminer avec ça parce que je vois que le temps file, mais c'est pas grave, on va peut-être se retrouver une autre fois. Euh, donc, en tout cas, pour ce qui est de l'organisation, euh, vous avez plusieurs choses qu'il est possible de faire dans son quotidien. L'organisation, je viens de vous montrer un exercice qu'on appelle l'organisation de points et je vous ai montré comment c'est lié à l'attention. Mais l'organisation, c'est quelque chose qui va nous permettre justement de garder son attention. Imaginez votre journée de travail. Lorsque vous l'avez planifiée, vous serez beaucoup plus focalisé sur vos tâches à faire. On fait tous des to-do list, d'accord? On les classe même par priorité et que vous les fassiez réellement ou pas, vous les avez dans vos têtes. C'est-à-dire que vous avez une organisation. Plus on va apprendre à nos enfants certaines organisations, ça va être les rituels du matin, ça va être les rituels du soir, mais pas seulement de faire ces rituels, de les amener à la conscience, c'est-à-dire de les matérialiser par des images. Tout ce qu'on va pouvoir faire pour que l'enfant prenne conscience qu'il y a une organisation. Il existe une organisation. Cette organisation va permettre de maintenir l'attention. Donc vous voyez que attention et organisation sont deux fonctions qui sont liées, qui sont même l'une des coule deux autres. Donc en tant que parent, ce que vous pouvez faire pour aider vos enfants, c'est de travailler sur l'organisation. L'organisation, ça peut être organiser l'espace, ça peut être organiser le temps, ça peut être organiser les activités, ça peut être organiser une semaine. Mais rendez-vous compte à quel point on fait des choses répétitives avec nos enfants. Tout ça, ce sont des moyens, ce sont des opportunités de travailler sur l'attention et l'organisation. Est-ce que ça va? Est-ce que je vais pas trop vite? Il y a autre chose aussi qui peut beaucoup aider, c'est l'anticipation. Qu'est-ce qu'on appelle anticiper? Alors ça, on le fait beaucoup dans les jeux. L'anticipation, c'est quand vous voyez qu'un enfant, alors dans une partie d'échecs, c'est très visible, d'accord? C'est que l'enfant, il a anticipé le coup que vous alliez faire. Dans un jeu, c'est visible, d'accord? On voit que l'enfant, il est déjà en train de prendre la carte. Alors, l'anticipation, c'est quelque chose dans votre quotidien de parent que vous pouvez faire. C'est préparer l'enfant à la suite. Alors, au départ, ça peut paraître un peu rigide parce que, en tant que maman, je ne sais pas toujours ce qui va arriver. Il y a des changements de programme, il y a des changements d'emploi du temps, il y a des changements de personnes. Oui, mais plus vous allez aider l'enfant à anticiper, plus vous allez lui apprendre cette organisation, cette planification, cette capacité à rester focus. Attention égale focus. Est-ce que ça va? Est-ce que je dois conclure, Yardena? Je crois que je dois On conclure. va conclure. Merci beaucoup, Raya. Je vais devoir conclure. Voilà, j'en avais préparé beaucoup trop, mais c'est pas grave. Euh, et j'ai envie de dire, j'ai envie de terminer en disant, peut-être la modélisation, on terminera avec ça. En tant que parent, faire attention. Alors, les téléphones sont des armes de perturbation massive, je les appelle comme ça. En tout cas, vous devez savoir que ça nous vole beaucoup d'attention. D'accord? Il est évident qu'en tant qu'adulte, il y a peut-être ici quelque chose à se souvenir. C'est peut-être mon modèle d'adulte par rapport à l'attention, par rapport à l'attention que je donne même lorsque je discute avec mon enfant, de pas me faire interrompre, de pas couper, de pas faire plusieurs choses à la fois, de rester vraiment focalisé. Il y a peut-être ici quelque chose ici à se souvenir.
Alors, très difficile pour moi de conclure quelque chose où j'ai l'impression que j'ai tous touché en m'arrêtant. Mais vu le temps donné, j'ai envie de dire, si on peut retenir de ce soir l'importance du jeu, dans le travail. Et le jeu, c'est Winnicott qui le disait, c'est-à-dire qu'on peut jouer à tout âge. Et il y a tellement de jeux disponibles. Mais un jeu partagé avec un parent, c'est pas la même chose qu'un jeu fait seul sur un ordinateur ou sur un téléphone. Quand je vous parle de jeux, tous les jeux sont pas forcément stimulants, d'accord? Je vous parle de jeux qui font appel à une certaine organisation, qui font appel à un certain raisonnement. C'est ce qu'on appelle, nous, les jeux qui stimulent les fonctions cognitives. Pour terminer, j'ai envie de vous dire, rappelez-vous que l'attention, elle est liée à la motivation. Donc, il y a quelque chose ici en tant que parent que je peux réveiller. Est-ce que mon enfant, ça lui parle, ce qu'on lui propose? Est-ce que ça a un sens pour lui? Attention est liée donc à valorisation. Même s'il y a un trouble d'attention diagnostiqué, ben, c'est là que mon rôle de parent commence, c'est-à-dire il y a un trouble, mais le cerveau se modifie, mais le cerveau est plastique, mais il y a tout ce que moi je vais pouvoir faire changer, se modifier chez mon enfant. J'ai envie de vous dire en tout cas très heureuse, on va laisser quand même un temps de questions, si tu veux arrêter l'enregistrement Yardena, c'est bon. En tout cas, très heureuse d'avoir partagé avec vous ce soir, que vous soyez parents ou professionnels. Je pense qu'on a un vrai phénomène de société, d'accord? Je veux juste vous terminer en vous disant quelque chose d'un peu drôle. Aujourd'hui, je vois parce que je suis toujours à l'affût de tout ce qui peut se faire et qu'on ne cesse jamais d'apprendre, même quand on est... Je me rends compte aussi que l'attention, c'est aussi quelque chose qui va entrer dans la gestion d'un budget. Les adolescents qui sont TDAH, ils ont enfin, c'est terrible en fait de voir comment ils sont capables de dépenser de l'argent sans prendre la mesure. Enfin voilà, il y a plein de choses qui entrent en jeu dans l'attention. Et il faut aussi se rendre compte que toute l'industrie aujourd'hui, c'est de capter notre attention. D'accord? Que ce soit par nos téléphones, c'est-à-dire tout est pensé pour comment on va capter notre attention. Ces petits signaux qu'on reçoit de nos téléphones, je parle du téléphone parce que c'est, je crois, l'objet qui attire le plus notre attention aujourd'hui. Euh, et là, il y a vraiment quelque chose qui est un phénomène de société. Donc, tout ce qu'on a dit ce soir, c'est vrai que le trouble de l'attention, c'est le trouble qu'on retrouve énormément. Il peut être associé à d'autres causes, mais attention, un trouble diagnostiqué, c'est neurologique. Ni le parent est coupable, ni l'enfant est coupable. On a un vrai rôle éducatif et de remédiation à jouer. Le cerveau est plastique. Et pour tous les autres enfants qui n'ont pas de trouble, d'accord? Il y a évidemment ici une stimulation à avoir et à garder. Les écrans sont encore une fois un défi, ce ne sont pas les seuls. D'accord? Mais c'est encore un défi. Voilà. Il y aurait tant de choses à dire. J'ai pas parlé de l'opposition, j'ai pas parlé des limites fermes, tellement de choses à dire, mais en tout cas, voilà, j'avais juste envie de vous partager ça ce soir. J'écoute vos questions et je suis très, très, très heureuse d'abord de vous voir si nombreux. Je suis même impressionnée du nombre. Et voilà, c'est dire que le sujet parle. Et voilà, je vous laisse la place. Raya, merci beaucoup pour cet exposé d'expertise. Vraiment, ta position était très claire, précise et avec des conseils vraiment très concrets. euh, Efficace grâce à Dieu. Donc, on se rappelle des mots-clés que tu nous as donnés vraiment sur l'attention et la concentration. J'aimerais rappeler que tu es conseillère pédagogique, je ne l'ai pas dit en début de conférence. Tu es formatrice à la méthode Firestein et tu es experte dans l'accompagnement des praticiens, des professionnels et des familles, et notamment la formation en Emotion Aid. Tu nous as déjà offert 4 conférences sur la plateforme du wellness et c'est une des 5e. Toutes celles qui veulent revoir les conférences, elles peuvent me le demander en MP, je leur transfère avec grand plaisir. J'ai un enregistrement. Merci à toutes les participantes et on vous donne le temps de questions.